Alors Catherine, la plupart d'entre vous la connaissent déjà. Elle est enseignant-chercheur à l'EM Lyon. Alors je ne sais pas si on doit dire enseignante-chercheuse ou bien enseignant-chercheur. Si, on peut, parce que certains effectivement préfèrent le terme masculin. Quand on a préparé ensemble cette rencontre de 2014, Catherine m'a dit, en 2010, on avait un message qui était « Le commerce de gros est un lieu où on peut observer de l'innovation ». Et puis 2 ans plus tard, en 2012, on a travaillé sur le thème « L'innovation dans le commerce de gros peut se lire comme des transformations de combinaisons d'activités, de ressources et d'acteurs ». Et donc, cette année, en 2014, on va travailler et écouter Catherine sur la manière dont on peut identifier certaines de ces transformations. Voilà donc le tableau posé de l'intervention. Et on va vous donner environ une demi-heure pour intervenir. Et après, nous commencerons la table ronde. Donc, merci de gagner le pupitre. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là pour la 3e fois. J'espère qu'on aura à nouveau une rencontre dans 2 ans pour continuer la réflexion qu'on a commencée ensemble il y a maintenant, et Pierre Valéry le rappelait, 4 ans. Et pour ceux qui étaient là à l'époque, j'avais souhaité prendre à l'époque la parole sur un couple. Et j'avais mis en scène un couple qui était le couple commerce de gros innovation. Et j'avais posé la question de savoir si ce couple était un couple qui était bien assorti. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, ma réponse était malheureusement non. Quand on regardait l'innovation, on avait très peu le réflexe d'associer l'innovation au commerce de gros. Je m'étais empressée de rajouter à l'époque que rien de structurel, rien qui soit constitutif au commerce de gros ne s'opposait à ce qu'on puisse l'associer à l'innovation. Et j'étais allée un petit peu plus loin en prétendant à l'époque que l'espace du milieu auquel appartenait le commerce de gros, c'est-à-dire cet espace entre les fabricants et les clients professionnels, pouvait être propice à des formes d'innovation qui seraient peut-être intéressantes d'étudier, voire même de regarder, parce qu'elles seraient peut-être de nature à influencer d'autres types d'innovations dans d'autres types de secteurs. On s'est revus 2 ans après et on était allé un petit peu plus loin. Et comme Pierre Valéry l'indiquait, on avait essayé de modéliser un petit peu cette innovation. Alors pour ceux qui étaient là, je ne vais pas faire un quiz de validation des connaissances, mais en gros, l'histoire qu'on avait racontée était la suivante. Si on veut qu'un grossiste soit considéré comme un acteur de l'innovation, on va en faire un acteur de la création de la valeur. Et la création de la valeur, ça veut dire quoi? On en parle très souvent. Je vous avais proposé une toute petite réflexion sur cette base-là. Créer de la valeur, ça signifie à un moment donné être capable, dans une filière, de repérer toutes les activités qui s'y font jour. C'est aussi être capable de pouvoir faire un diagnostic des ressources dont on a besoin pour remplir une activité. Être grossiste et pouvoir proposer des produits en stock, ça suppose avoir des entrepôts. Et puis j'avais proposé qu'un grossiste innovateur, créateur de valeur, c'était quelqu'un qui était suffisamment agile dans ce réseau et qui allait faire des choix qu'on qualifie de choix d'innovation, mais qui sont des choix en définitive de mouvement dans le réseau. Où est-ce que je peux me poser ? Quelle activité est-ce que je peux prendre en charge parce que j'ai les ressources pour le faire? Et éventuellement, si je n'ai pas les ressources, ces ressources, je vais pouvoir y accéder. Et donc, on avait dessiné ce grossiste comme étant un véritable acteur de la création de la valeur. La création de la valeur, ce n'est pas seulement les fabricants, ce n'est pas seulement les clients, ça peut se jouer dans cet espace de milieu. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin et de reprendre ce qui avait été la conclusion d'il y a 2 ans. J'avais dit, si on veut aller dans ce sens-là, il va falloir qu'on ait un acteur grossiste qui soit capable, premièrement, de se poser la question de sa représentation du réseau, c'est-à-dire de se poser la question de la place qu'il va occuper dans le réseau. Deuxième condition pour être un créateur de valeur, avoir les moyens de communiquer cette position. La communiquer, c'est en faire la base, en fait, de la proposition de valeur qu'on va faire à un client. Qu'est-ce que je suis quand je suis un grossiste vis-à-vis d'un client professionnel? Qu'est-ce que je lui promets? Qu'est-ce que je vais lui offrir qui va venir s'intégrer dans sa propre pratique, dans ses propres activités? Et bien évidemment, lié à ces 2 promesses, les moyens pour prendre en charge ces transformations. Alors quand on prend un petit peu de recul, et ce sera l'objet de mon intervention aujourd'hui, est-ce qu'on peut identifier les grandes tendances dans ces transformations? C'est-à-dire si on accepte que le grossiste est quelqu'un qui va se déplacer, qui est un petit peu agile dans le réseau, est-ce qu'on peut identifier dans quel sens il va aller? Est-ce qu'on peut identifier les transformations qui vont accompagner ou qui vont supporter ces prises de position dans le réseau? Alors ces transformations, j'en ai identifié 6, et c'est là-dessus que je souhaiterais intervenir aujourd'hui. La première, c'est la transformation de l'offre qui, il me semble aujourd'hui, va de plus en plus s'orienter vers une prise en compte des usages des clients. Et quand on dit usage des clients pour un grossiste, eh bien ça doit résonner à 2 niveaux. Usage des clients professionnels
et de plus en plus vraisemblablement usage des clients des clients. Je montrerai ce que ça peut donner en termes de transformation. Deuxième transformation qui est liée à la première, la transformation de statut, qui pose la question aujourd'hui du grossiste entre un statut dans certaines filières de généraliste et un statut de multispécialiste. Où est la bonne formule pour pouvoir être un créateur de valeur demain? Une transformation de taille qui m'amènera à parler de la consolidation dans le secteur du commerce de gros, à savoir si cette taille, et la fameuse taille critique, est une condition pour pouvoir accéder à des ressources qui me permettront de faire les mouvements qui sont des mouvements de création de valeur. Une transformation géographique, cette transformation de taille, parfois, elle prend une dimension internationale. Quid de l'internationalisation des grossistes aujourd'hui? Est-ce que c'est une question qui est pertinente à poser? Une transformation à laquelle on n'échappe pas, qui est la transformation digitale, avec parfois une façon un petit peu fantasmée de voir la menace du digital. Et j'essaierai de poser la question de la transformation en regardant la transformation digitale de plusieurs points de vue. Et pour soutenir tout ça, encore une fois, comment l'organisation du grossiste va se transformer. Voilà le menu, j'espère qu'il vous convient. Sinon, on peut faire autre chose. On va essayer de le dérouler et puis après, bien évidemment, on pourra en discuter. J'ai mis des petits points d'interrogation. Si les signaux de ces transformations sont assez visibles dans certains secteurs, pour certaines transformations, on est encore à, j'allais dire, à l'étape des hypothèses. Sur la transformation digitale, je crois qu'il y a peu d'entreprises qui peuvent aujourd'hui prétendre savoir quelle sera la formule qui va fonctionner. On sait que les grossistes ne vont pas devenir des pure players à l'image d'un Amazon Supply. On ne sait pas en revanche quelle sera la formule gagnante. On parle beaucoup de cross-canal dans le monde du commerce de gros. Quelle forme ça va prendre, on ne sait pas. Donc certaines de ces hypothèses sont plutôt bien amorcées. Certaines de ces hypothèses de transformation sont encore en devenir. On a très souvent dit que le grossiste était un prestataire de services. Alors c'est d'autant plus questionnant que ce matin, tout ce qu'on a vu, ce sont des entrepôts qui sont pleins de produits, mais effectivement, ce sont des acteurs du service. Et on a dit de ces acteurs du service qu'ils étaient d'autant plus performants qu'ils proposaient des systèmes de valeur à leurs clients. Alors ça veut dire quoi? On va le dire avec des mots très très simples. Ça veut dire que je me préoccupe à chaque fois que j'amène un produit, que j'amène un service, de voir exactement ce que ça va faire à mon client. Eh bien, cette tendance-là, elle va vraisemblablement s'affirmer dans le futur. Elle va vraisemblablement aussi se nuancer en fonction de deux dimensions. La première, c'est que la clientèle professionnelle est loin d'être homogène. Rexel, qui considère sa clientèle professionnelle autour des acteurs de l'installation électrique, a fait émerger récemment dans son travail pas moins de 17 profils d'installateurs électriques. 17 profils, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité pour Excel à adapter ses propositions de valeur et à chaque fois à venir taper exactement sur l'attente qui est celle d'un type d'installateur électrique. Tous les installateurs électriques veulent de la livraison à J+1. Tous. Quand on fait l'étude, et l'étude qu'a faite Rexel, qui est une étude de comportement, on s'aperçoit que moins d'un quart de ces installateurs font quelque chose de cette rapidité de livraison. C'est-à-dire en font quelque chose pour promettre à leur tour à leurs clients quelque chose qui aura de la valeur. Ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on va pouvoir moduler son offre d'une façon très particulière. On la module en fonction de quoi? En fonction de quelque chose qui, me semble-t-il, va devenir de plus en plus important, l'usage. Alors l'usage précisément, c'est quoi dans la définition? On dit l'usage, c'est la façon d'utiliser un produit à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que quand on est grossiste, les produits, les services qu'on va proposer, c'est un petit peu des consommations intermédiaires. Là, c'est qu'une étape. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce que ces consommations intermédiaires, elles vont faire à mon client. Donc quand on s'intéresse aux usages, on s'intéresse, et ça on le savait depuis très longtemps, on ne s'intéresse plus aux produits, on va s'intéresser à ce que le produit fait au client. Et il faut un sacré système d'information pour comprendre ce genre de choses, pour comprendre que tous ceux qui disent à J+1, il y en a qui vont véritablement en faire quelque chose et d'autres ne le feront pas. Les usages, c'est par exemple, alors je vais parler sous contrôle de M. Barbier, c'est par exemple des comportements de consommation qui évoluent. Déjeuner à midi dans un restaurant quand on travaille, on peut le faire parce qu'on veut déjeuner rapidement, parce qu'on recherche un prix particulier, on peut le faire pour d'autres raisons. On peut le faire parce qu'on a une obligation de suivre un régime particulier, sans gluten, c'est un usage. On peut le faire parce qu'on est engagé, on a un engagement sociétal, on a un engagement écologique. Ça veut dire que le manger va venir s'intégrer à quelque chose de plus large. Et c'est ce quelque chose de plus large qu'il va falloir comprendre. Les grands de la restauration ont compris ce genre de choses. Depuis quelques années, on voit se développer une nouvelle tendance, alors qu'on a labellisé, parce que les marketeurs adorent mettre des noms sur tout un tas de choses, on a labellisé ça le fast food.
Le fast-food, c'est une façon très élégante de venir tempérer le pas cher, pas bon qu'on trouvait dans les fast-food. C'est quoi? C'est une façon pour les professionnels de la restauration de prendre en charge de nouveaux usages. La personne qui vient manger chez moi, elle veut trouver des produits qui sont tracés, elle veut trouver des produits qui sont labellisés. La personne qui vient chez moi, elle veut que je respecte son régime alimentaire et que je lui propose de la diversité dans cette contrainte-là. La personne qui vient chez moi, elle veut que je lui raconte une histoire. Comment est-ce que je raconte une histoire à partir d'un repas? Ce qui est très intéressant, c'est que les grossistes qu'on va trouver derrière vont interpréter ces deux niveaux d'usage. Parce que pour un grossiste, ça signifie penser une offre qui est particulière. Penser une offre où je vais pouvoir dire tous mes produits sont tracés. Ils ont le label Rainforest. Je vais penser une offre en disant, puisque tout le monde nous dit qu'il faut manger des fruits et des légumes, je vais préparer ces fruits d'une certaine façon. Depuis 2 ou 3 ans, la mode est à la consommation d'herbes aromatiques. D'accord ? Eh bien, il va falloir que j'élargisse ma gamme pour pouvoir proposer ces produits qui vont faire quoi ? Qui vont avoir un usage pour le professionnel de la restauration, et qui aura un usage d'autant plus grand qu'il va répondre à un usage du consommateur. Voilà un petit peu comment les choses peuvent évoluer dans cette transformation de la proposition d'offre qu'on va faire. Je parlais de Rexel tout à l'heure. Rexel a fait de l'usage le cœur de son positionnement aujourd'hui. Rexel part du principe que l'efficacité énergétique va se résoudre au niveau de l'usage du consommateur, en faisant une découverte tout à fait simple qui est qu'on ne parle jamais au consommateur. Le consommateur, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est des problématiques en efficacité énergétique, qui sont des problématiques d'infrastructure, qui sont des problématiques de réglementation, qui sont des problématiques d'informatique, mais on ne lui parle pas de ses usages à lui. Or, l'usager final, il veut quoi ? Lui, quand il parle d'une installation domotique, il veut du confort. Quand il parle d'une installation domotique, il veut pouvoir surveiller les parents dépendants qui l'accueillent dans sa maison. Il veut pouvoir faire tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'usage. Or, ce qu'il voit, ce sont des produits de plus en plus complexes, ce sont des fabricants qui sont de plus en plus différents et qui ne s'entendent pas forcément pour proposer une offre globale. Son interlocuteur, qui est l'installateur, lui se trouve dans la même situation. C'est-à-dire qu'il entend bien une demande à laquelle il a un petit peu de mal à répondre, parce que quand il se retourne auprès du marché, eh bien, il voit des fabricants qui sont très différents, il voit des produits de plus en plus complexes, on en parlait ce matin dans les visites, et surtout des produits qui évoluent très vite. Or, le produit qui évolue très vite, c'est un produit dont le prix baisse aussi très rapidement. C'est très difficile dans une négociation avec un consommateur final de lui dire « je vous vends une installation qui vraisemblablement coûtera moins cher, 2 fois moins cher, dans 3 ou 4 mois ». Donc lui se trouve un petit peu démuni et à son tour, il va se retourner vers des choses qui ont du sens pour lui. Et quand Rexel met en place son offre alors légèrement baptisée InExcel, Rexel essaye de répondre à ces 2 usages qui s'emboîtent l'un dans l'autre. InExcel, c'est quoi? C'est simplement une offre packagée. On va trouver de la formation, on va trouver de l'information, on va trouver des produits. Qu'est-ce qu'on fait précisément? On apprend aux installateurs à entendre le consommateur final. Personne ne veut une installation domotique. Personne vient en disant « je veux une installation domotique ». On a des gens qui viennent en disant « j'ai une maison qui est dans une position très particulière, très ensoleillée, je voudrais utiliser cet ensoleillement ». Pour faire baisser ma facture de chauffage. Je veux augmenter la valeur de mon bien. Et je sais qu'une maison avec une installation domotique, c'est un autre standing, je pourrais mieux la revendre sur le marché. Ça veut donc dire que je m'exprime en fonction de mes usages. Et on va apprendre aux installateurs à entendre ces usages. On va pré-packager pour eux un certain nombre d'offres. Et on va même aller jusqu'à inventer un protocole ou à utiliser un protocole qui permet à des produits de fabricants différents à pouvoir fonctionner ensemble pour venir répondre à un usage. Vous voulez profiter de l'ensoleillement de votre maison, voilà tout ce que je vais mettre ensemble et voilà tout ce qui aura du sens. On va faciliter le dialogue avec le consommateur final en offrant à l'installateur une petite tablette sur laquelle il lui suffira de parler avec son interlocuteur, de prendre le plan de base de la maison. Tous les calculs, qui sont des calculs parfois un petit peu complexes à faire, seront déportés sur l'agence Rexel, qui pourra les sauvegarder, et je pourrai consacrer mon temps à entendre la façon dont les gens parlent. Ils parlent de quoi? Ils ne parlent pas, encore une fois, d'une installation domotique. Ils parlent de leur vie. Et il faut qu'on puisse avoir cette écoute pour en faire quelque chose. Voilà un petit peu, me semble-t-il, ce que pourrait représenter cette première transformation de l'offre. De plus en plus de prise en compte de la diversité des clientèles et de plus en plus de focalisation sur les usages. On verra que ça a des conséquences. Entendre les usages, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Ça va avoir une conséquence en particulier sur la capacité à être un expert pour parler de tout ça. Si les produits sont de plus en plus complexes, si les produits changent très vite,
La capacité pour un grossiste aujourd'hui, et on le voyait bien dans les visites ce matin, à toujours être au top pour pouvoir parler des produits est très compliqué. Il va se poser la question de savoir si dans certains cas, il vaut mieux pas être grossiste sur une petite gamme de produits. Alors, la spécialisation dont je vais parler ici, elle est intéressante parce qu'en même temps qu'on la constate dans certains secteurs pour certains grossistes, on a une sorte de mouvement qu'on pourrait croire inverse. Et l'autre mouvement, c'est celui qui est plutôt un mouvement d'élargissement de gamme. Les explications dans les deux cas sont les mêmes. J'ai besoin de plus d'expertise, je réduis mon champ pour être un véritable expert parce que j'en fais la base de la proposition de valeur auprès de mon client. En même temps, quand je regarde mon client, je constate qu'il a un usage et que pour cet usage, il faut que j'associe des produits. D'accord ? Aujourd'hui, une salle de bain, c'est du carrelage, c'est du sanitaire et c'est du chauffage. Ces trois filières qui peuvent être considérées comme différentes. Donc à un moment donné, est-ce que ça a du sens d'associer tout ça vis-à-vis de cet usage? Donc on a ces deux phénomènes qui sont en train de se répondre et sur lesquels eh bien, on peut s'interroger pour voir ce que sera véritablement le grossiste de demain. Alors sans faire d'histoire, la question de la spécialisation, c'est une question ancienne dans le commerce de gros. On date en gros de la deuxième moitié du 19e siècle. Ça a été particulièrement visible aux États-Unis, le moment où s'est posée cette question. Celui qui était l'emblématique grossiste et qu'on appelait le marchand général, à l'époque, il faisait tout. C'est-à-dire qu'il vendait tout type de produits, du grain au tissu, aux produits frais, et surtout, il remplissait tout un tas de fonctions. Il était transporteur, il était armateur, il était grossiste, il était parfois détaillant, il était banquier, il était assureur. Et à ce moment-là, s'est posé la question, pour des raisons qui sont assez similaires à celles qu'on évoque ici, la question de la compétence qu'on allait avoir sur ces différents produits. La spécialisation, elle peut se faire jour pour plusieurs raisons. D'abord, la spécialisation, comme j'indiquais tout à l'heure, c'est une façon de répondre à la complexité. Je ne peux pas être compétent sur tout. Je vais réduire les gammes de produits sur lesquels j'aurai une véritable compétence parce que cette compétence, c'est la source de ma proposition de valeur. Et puis, si c'est la source de ma proposition de valeur, eh bien, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour les clients. On peut se spécialiser avec deux entrées. On peut être un spécialiste de certains produits sur l'ensemble d'une clientèle. On peut être les spécialistes d'un tout petit nombre de produits sur une clientèle qui est aussi sélective. Alors j'ai pris un tout petit exemple. On est spécialiste du bio dans la filière alimentaire pour l'ensemble des clients qui peuvent être les clients des grandes surfaces, qui peuvent être les clients des revendeurs spécialisés, mais aussi de la restauration collective ou commerciale. On peut vendre tout type de fruits et légumes, et on peut avoir une compétence parce qu'on sait mieux que les autres grossistes, s'adresser à la grande distribution ou s'adresser à la restauration hors foyer. Et on le sait d'autant plus que cette restauration, elle évolue très vite. Et pour pouvoir la suivre, il faut pouvoir avoir ce système de spécialisation. La spécialisation, on la rencontre énormément dans la distribution de matériel informatique. Et c'est sans doute là où on voit les plus grandes, alors je vais parler d'innovation, mais en tout cas les plus grands mouvements en matière de spécialisation. D2B Informatique, qui a été créée à la fin des années 80 début 90, est une entreprise qui était un généraliste à l'époque. C'est sous l'influence de ses propres clients que cette entreprise s'est spécialisée. Aidez-nous. Aidez-nous, on dit les clients de D2B, aidez-nous dans une problématique particulière qui est la sécurité informatique. Donc je vais réduire le champ sur lequel je suis expert pour ne prendre que les produits qui vont répondre à cette problématique. Et les produits, ils sont très nombreux. C'est les firewalls qu'on connaît dans toutes les entreprises. C'est tous les systèmes qui permettent d'analyser les contenus. C'est tous les systèmes qui permettent de sécuriser les liaisons. Tous les systèmes qu'on connaît bien et qu'on aimerait encore plus performants d'anti-spam. Et ça me permet, à partir de ce moment-là, de pouvoir être très compétent. Alors vous avez vu, c'est une compétence un peu particulière. Elle n'est pas vraiment produit, elle n'est pas vraiment client, elle est problématique dans le cas suivant. Canon a beaucoup fait parler de lui. Canon, le fabricant et le spécialiste de toute la gestion des documents et gestion de l'image, a beaucoup fait parler de lui en 2011 parce qu'il a accrédité ses revendeurs, ses grossistes, en disant en fonction de ce que vous êtes capable de faire avec un client, je vous donne une accréditation ou une autre. Si vous vendez mes produits comme des systèmes périphériques, l'imprimante qu'on utilise en plus de notre activité centrale, je vous donne une première accréditation. Si à chaque fois qu'un client travaille avec vous, c'est pour intégrer un de mes produits à moi fabricant dans son propre système de production, ce sont d'autres compétences, ce sont d'autres éléments qu'il faudra mettre en avant. Il y aura une deuxième accréditation. Autodesk, très connu pour tous ceux qui touchent un petit peu au logiciel de CAO, DAO et tous les services d'ingénierie, a une autre stratégie en matière de spécialisation, la spécialisation par métier. Les deux revendeurs qui sont indiqués ici sont des revendeurs de produits Autodesk. Le premier est
un revendeur spécialisé sur une activité particulière. Je vends des logiciels, oui, mais je sais bien en parler parce que je connais parfaitement les clients de ces logiciels. Et le revendeur d'ATEC à côté fera la même chose, aura le même fournisseur, mais sera un spécialiste de la discussion avec certains types de clients. Donc d'un côté, cette spécialisation qui permet la base d'une proposition de valeur qui est extrêmement pertinente, et en même temps, de l'autre côté, eh bien, des gens qui raisonnent toujours de la même façon. Qu'est-ce qui crée de la valeur? Pour créer de la valeur, il faut que j'apporte un service. Ce service, il se pose sur une expertise particulière. Pour apporter de la valeur, il faut que je réponde à l'usage du client. Et dans certains cas, l'usage du client m'impose de mettre ensemble des produits qui, auparavant, étaient traités par des filières qui sont différentes. Donc on le fait pourquoi? Pour compléter logiquement une offre. On le fait aussi parce que la plupart du temps, ces produits sont considérés comme des relais de croissance qui sont intéressants. Et puis certains grossistes n'hésitent pas à dire que s'ils ne le font pas, eh bien, dans la filière d'à côté, il y en a d'autres qui le feront dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants du groupement Algorel, mais Algorel, de façon très précise, a pris la parole début 2014. Algorel, c'est un regroupement d'indépendants dans la filière sanitaire chauffage, a pris la parole très clairement en disant que désormais, ces gammes s'élargiront au carrelage et à l'électricité. L'explication qui est donnée, c'est nos clients qui sont des artisans sont de plus en plus polyvalents. Leur usage fait que quand ils s'adressent à leurs grossistes, naturellement, ils ont envie de trouver l'ensemble des produits qui vont leur permettre de réaliser leur offre. Et puis ils rajoutent aussi en aparté, si nous ne le faisons pas, eh bien, nous voyons bien que certains acteurs, en particulier de la filière électrique, sont en train de venir sur nos produits. Vous voyez que dans les deux cas de figure, le raisonnement est le même. Qu'est-ce qui crée de la valeur pour le client? C'est pour ça que j'ai envie de dire, par rapport à la transformation que j'évoquais tout à l'heure, le débat, il n'est vraisemblablement pas entre généralistes et spécialistes, il est plutôt en termes de multispécialisation. Et on s'aperçoit très bien qu'aujourd'hui, on a des généralistes dont certaines gammes sont beaucoup plus profondes et détiennent une expertise beaucoup plus pointue que certains spécialistes. Voilà pour cette deuxième transformation. Alors, tout comme pour les premières transformations, on voit bien qu'à un moment donné va se poser la question des moyens, c'est-à-dire pour se spécialiser, pour avoir les compétences, pour parler correctement des produits, pour avoir la capacité à devenir ce multispécialiste, il faut un certain nombre de moyens. Et la croissance, en particulier en termes de taille, peut être un moyen d'accéder à ces ressources qu'on n'a pas si on est trop petit ou si on est seul. On voit que les deux modalités ont du sens. Cette année, le cabinet Deloitte, le cabinet de consultants, a rendu un tout petit rapport assez bref sur le commerce de gros, donc on est bien dans le commerce de gros aux États-Unis, pour montrer que la taille et la capacité à avoir une taille critique suffisante était une condition de survie pour les grossistes américains. Donc il faut grossir. C'est la recommandation du cabinet de conseil. Il faut grossir pour être performant, il faut grossir dans certains cas simplement pour survivre. Cette même année, le CREDOC a rendu son rapport, le CREDOC, l'Observatoire des conditions de vie, a rendu son rapport et met en évidence une très vraisemblable corrélation entre la taille des grossistes et leur performance. Alors, si on va un petit peu plus loin sur cette logique-là, juste pour avoir certains repères, et là encore, je vais parler sous le contrôle des spécialistes du secteur. Quand on dit concentration, ce sont ces chiffres qu'il faut avoir en tête. Si on prend par exemple la distribution des surgelés en France, on a 5 acteurs qui font 70% du chiffre d'affaires. Ça peut être très variable d'un secteur à l'autre. Si je reste dans l'alimentaire et si je passe aux produits frais, si je prends les 5 premiers acteurs, j'arriverai péniblement à 30%. On a un secteur qui est beaucoup plus atomisé. Plus important que la taille des gros acteurs, c'est la croissance des formes d'association ou de collaboration entre les petits acteurs. On ne peut pas tous devenir très gros. En revanche, on peut tous s'allier pour accéder à des ressources qui sont des ressources mutualisées. La concentration, typiquement aujourd'hui, c'est le monde de la répartition pharmaceutique. En France, si on prend les 4 premiers acteurs de la répartition pharmaceutique, tous des filiales de groupes européens, on a 70% de l'activité qui est représentée. Donc quand on parle de consolidation, quand on parle de taille, on est vraiment avec ces échelles de mesure-là. Pourquoi est-ce qu'on grandit aujourd'hui? On peut mettre en évidence plusieurs éléments. On va grandir parce que, comme je l'indiquais tout simplement, c'est une façon d'assurer sa croissance et c'est une façon, plus exactement, d'avoir les moyens de sa stratégie. Et si ma stratégie doit me porter à être l'expert sur tel ou tel secteur, eh bien, il me faudra les moyens de le faire. Et parfois, ces moyens, je ne les ai pas avec la taille que j'ai aujourd'hui. Il faudra que je trouve soit des partenaires dans des formes d'association, soit que je puisse, par croissance, pouvoir atteindre cette taille critique. La deuxième dimension qui est intéressante, c'est que plus on
grossit, plus on a un statut. Alors on pourrait dire dans le jargon du canal de distribution un statut de dominant dans le canal de distribution. Aujourd'hui on dit plutôt un statut de steward, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de donner les règles du jeu dans le canal de distribution. Bref, il y a de façon très nette une façon ici dans la croissance de résister au volume que représentent soit les fournisseurs au-dessus, soit éventuellement les clients. La concentration dans la répartition pharmaceutique est aussi une réponse à des labos pharmaceutiques qui, suffisamment puissants, ont souhaité passer directement auprès des pharmacies, ce qu'on appelle de façon très politiquement correcte le DTP, Direct to Pharmacy. C'est une façon de se passer des services des grossistes. En même temps que pour ces grossistes, en dessous, la clientèle des officines était en train de se regrouper pour avoir un poids suffisant pour éventuellement dealer en direct avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Il y a une troisième explication qui me semble aussi intéressante, c'est que dans certains cas, la taille est juste la promesse qu'on fait à ses fournisseurs ou à ses clients de pouvoir les accompagner dans leur propre croissance. À un moment donné, je suis un fournisseur tellement gros que j'ai besoin de quelqu'un entre guillemets, à ma taille pour pouvoir accéder au marché. Je suis un client tellement gros que j'ai besoin d'un grossiste à ma taille pour faire mon sourcing. Et c'est parfois ces clients et ces fournisseurs qui vont entraîner les grossistes vers l'autre transformation que j'évoquais tout à l'heure, qui est la transformation d'internationalisation. Alors, je vais être très correcte avec l'internationalisation. Tous les secteurs du commerce de gros ne s'internationalisent pas de la même façon. Et vraisemblablement, tous les acteurs n'ont pas un potentiel d'internationalisation qui est identique. Néanmoins, dans certains cas, on s'aperçoit que l'internationalisation, c'est un moyen de réaliser ce trajet vers la taille critique qui est importante pour avoir de ressources. J'ai pris ici l'exemple d'un groupe que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le groupe IPH. IPH, c'est le groupe à l'intérieur duquel évolue Orexad, dont le PDG Serge Chamblas était intervenu à plusieurs reprises dans ces réunions. Aujourd'hui, IPH, c'est la possibilité d'être présent avec une action coordonnée dans 5 pays européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un groupe comme Orexad peut tout à la fois, à travers cette internationalisation, faire deux choses: assurer chacune des PME en France de sa proximité, qui continue à être un élément fondamental de la relation avec les clients, en même temps qu'assurer à ces grands comptes qui sont internationaux un suivi homogène dans plusieurs pays. Et quand les grands comptes s'appellent EDF, Vallourec, Areva, ou dans l'aéronautique, c'est le cas pour Orexad, Safran, Dassault, Airbus, Eurocopter, eh bien, ils sont très contents d'avoir un grossiste qui peut les accompagner sur cette dimension internationale. Donc, tous les secteurs ne vont pas le faire de la même façon. On a certains géants qui émergent aujourd'hui. On parlait de la répartition pharmaceutique tout à l'heure. Très récemment a été finalisé un accord assez impressionnant, alors sauf s'il a été pour la énième fois contredit, mais le leader de la répartition pharmaceutique américaine, McKesson, a mis la main sur Cellesio. Cellesio, c'était un géant européen qu'on estimait déjà avoir atteint une taille critique suffisante. Eh bien, il disparaît dans le groupe américain. Cellesio, pour faire simple, c'était ceux qui possédaient OCP en France. Donc quand on parle d'internationalisation, il y a une vraie dimension internationale, et puis on sert cette espèce d'objectif qui est « soyons gros pour pouvoir se défendre ». Je rajoute juste 2 petites illustrations pour qu'on comprenne bien ce que c'est l'internationalisation. Je parlais de Rexel tout à l'heure, un seul chiffre, 80% du chiffre d'affaires de Rexel, ça se fait en dehors de la France, et c'est 44% en dehors de l'Europe. Donc que certains secteurs soient moins internationalisés que d'autres, oui. Ce n'est pas pour autant qu'on va négliger cette transformation qui est transformation internationale. C'est la même chose pour Sonepar. Si on regarde les chiffres, on a déjà 36%, je crois, du chiffre d'affaires qui se fait, par exemple, juste avec la zone d'Amérique du Nord. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, quand on mettait en scène le grossiste, on avait tendance à lui associer cette notion de localité, localisation, proximité. Et il me semble qu'on se trompait un petit peu. La proximité, ce qu'on voulait signifier, c'est la proximité vis-à-vis du client, la capacité à comprendre ce qui se passe. Et parfois, on étendait ça à l'idée qu'on était local et qu'on allait rester en local. Le problème, c'est qu'on se coupe d'opportunités, comme celle que Orexad peut saisir au sein d'un groupe international. On se coupe aussi d'une analyse de formes de concurrence potentielles. C'est-à-dire, si on est capable de s'internationaliser, il y a vraisemblablement des concurrents internationaux qui sont capables, peut-être, sous une forme ou sous une autre, de venir sur nos territoires. Sauf si on fait l'hypothèse que la grande menace, elle ne viendra pas de l'international, ou si elle vient de l'international, elle va venir sous une forme particulière. Et ça me permet de faire la transition avec la transformation digitale.
Alors, on sait peu de choses sur le digital dans le commerce de gros. Globalement, on sait peu de choses sur le digital dans le B2B. C'est-à-dire en dehors même de qu'est-ce qui se passe avec un distributeur. Quand on regarde simplement des échanges entre entreprises, on a peu de chiffres. On sait plein de choses sur nous en tant que consommateurs accédant à des produits à travers tout un tas de nouvelles technologies. Dès que ce sont les échanges entre entreprises qui sont concernés, on a un petit peu moins d'informations. Alors on a 2-3 choses qui émergent. L'Observatoire en fait, de l'évolution numérique nous disait qu'en 2012, quand on regardait le nombre d'entreprises, pas seulement les entreprises qui font du commerce de gros, mais qui avaient un site Internet, 45% d'entre elles faisaient de la vente sur ce site Internet. Un an après, on a déjà 60% des entreprises qui font de la vente à travers leur site Internet. On peut avoir un site et ne pas vendre sur le site. On a un site d'information. Là, en l'occurrence, l'idée d'un commerce à travers le site devient quelque chose qui est quelque chose d'assez régulier. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, le commerce de gros est en train de considérer un nouveau triptyque, avec d'un côté une vente qui va rester traditionnelle, qui est le fait du point de vente et du commercial. On l'a vu encore ce matin lors des visites. Le catalogue, qui reste un outil incontournable, et puis quelque chose qui est le web, et dont il va falloir comprendre à la fois l'impact sur les 2 autres aspects et la façon dont on pourra le mettre en scène. Quand on regarde la transformation digitale, il me semble qu'il y a 3 choses que l'on peut considérer. Et je vais revenir sur ces, j'ai le temps, sur ces 3 choses. La première, c'est la concurrence, alors parfois un petit peu fantasmée, de ce qu'on appelle dans le jargon les pure players. Et parmi ces pure players, l'espèce de menace que fait planer Amazon avec son site Amazon Supply, présent aux États-Unis, pas encore présent en Europe, et avec toutes les questions que Amazon Supply est en train de poser, en particulier aux grossistes américains, et on peut imaginer par ricochet à tous les grossistes qui veulent bien regarder cette chose-là comme quelque chose qui peut se produire. La deuxième dimension qui me semble intéressante, c'est de voir la transformation digitale au niveau de ce qu'elle modifie du comportement des clients professionnels. Quelqu'un nous disait ce matin lors de la visite d'entreprise, mes clients sont de plus en plus jeunes, je ne sais plus leur parler. Je suis déjà trop vieux pour leur parler et pour comprendre comment ils fonctionnent. C'est quelque chose à ne pas négliger lorsqu'on veut regarder ce que la transformation digitale va faire. Et puis bien évidemment, la troisième dimension, c'est qu'est-ce qu'on va en faire en tant que grossiste. Alors, les consultants nous indiquent qu'aujourd'hui, il faut absolument être un acteur cross-canal. On dira ce que ça veut dire tout à l'heure. Oui, mais dans ce cas-là, il faut avoir une vraie stratégie digitale. Et ça, ce n'est pas forcément très évident à mettre en avant, sachant qu'on est parfois dans un domaine qui est un petit peu inconnu. Alors, je vais revenir sur Amazon Supply. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Amazon Supply est né en juin 2012. En fait, c'est une fausse naissance. Amazon Supply, dès 2005, avait racheté un grossiste très traditionnel, avec un raisonnement qui était tout à fait intéressant de la part du patron d'Amazon, de se dire, on ne connaît pas le métier, le plus simple pour le connaître, c'est de racheter quelqu'un qui est dans ce métier-là. Et on était dans du commerce de gros traditionnel. En juin 2012, sur le site d'Amazon Supply, on avait 500 000 références. J'ai fait le test le mois dernier. Sur le site d'Amazon Supply, on a désormais plus de 2 millions de références sur 17 catégories de produits. On est bien dans le commerce de gros. On est d'accord, c'est The Supplies for Businesses. On est bien d'accord. À un moment donné, il y avait un slogan qui a été supprimé sur le site d'Amazon Supply. On prétendait pouvoir y vendre tout ce qui permettrait de rebâtir l'humanité. On voyait bien un petit peu le délire de Jeff Bezos derrière, qui, le patron d'Amazon, a dit on a quelque chose ici, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais c'est vraisemblablement formidable. Quand on connaît un petit peu la personnalité de ce CEO, on se dit qu'il a quand même vu quelque chose qui était intéressant ici. Qu'est-ce qui peut jouer? Alors, Amazon Supply n'est pas encore présent en France. Google Shopping avait fait aussi une incursion dans le domaine du commerce de gros, a retiré ce qu'ils avaient appelé leur version bêta et prétend ne pas vouloir rentrer dans ce domaine. Qu'est-ce qui peut néanmoins jouer en faveur de ces pure players? Il y a quand même toute une série d'éléments qui sont intéressants à prendre en considération. La première, me semble-t-il, c'est que les comportements des clients professionnels évoluent. Il y a un rapport américain qui a montré et qui a interrogé 207 acheteurs américains, acheteurs professionnels, acheteurs en entreprise, qui en gros gèrent des budgets d'un peu plus de 100 000 $ par an. Il y en avait déjà 45% qui achetaient sur Amazon Supply. Les chiffres datent de l'année dernière et il y en avait 25%. Ça, c'est le chiffre le plus intéressant, qui achetaient régulièrement sur Amazon Supply. Donc il y a quand même une tendance qui, alors on peut la négliger ou pas, mais qui commence à révéler des comportements qui sont assez particuliers. Ce que va faire Amazon Supply, c'est vraisemblablement se battre au niveau des prix.
tout comme on le fait sur Amazon. Alors là, encore une fois, on a très peu d'informations. De toute façon, les informations sur Amazon Supply, il faut les chercher je ne sais où. Donc on ne sait rien de la rentabilité du site. On ne sait rien des relevés de prix. De façon très parcellaire, on apprend que des moyennes, mais les moyennes ne veulent rien dire en la matière, puisqu'il faudra avoir des comparaisons catégorie par catégorie, que les produits ils seraient 20% moins chers que chez un grossiste traditionnel. Comparaison grossiste traditionnel, typiquement Grainger aux États-Unis pour la distribution industrielle, et ce qu'on va trouver sur le site. Du stock surtout. Parce que c'est les moyens logistiques d'Amazon qui vont... Alors, on ne sait pas ce que va coûter la mise aux normes des entrepôts pour pouvoir accueillir, ou l'adaptation des entrepôts pour accueillir du produit industriel, mais certains disent, l'intérêt c'est qu'ils sont déjà tellement bien équipés qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de fantastique, c'est stocker y compris des produits à très faible rotation. L'enfer pour les grossistes, c'est-à-dire le produit qu'on ne va pas stocker parce que de toute façon, il y en a très peu qui le veulent. Nous, Amazon, on pourra le faire. Le relevé qui a été fait récemment sur le site d'Amazon Supply montre que déjà 50% des produits sont en stock auprès d'Amazon Supply. Donc, on a un stock, mais surtout, me semble-t-il, le plus important, c'est qu'on a des professionnels du web. C'est-à-dire quand on regarde un site Amazon et quand on regarde le site Amazon Supply, on a un site qui est hyper optimisé. Alors, les gens qui ont une habitude de l'achat sur Amazon en B2C, ce qui est le fait de nombreux jeunes acheteurs aujourd'hui, eh bien, ne sont pas du tout démunis quand ils passent une commande professionnelle sur un site Amazon Supply. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la fin des grossistes? Non, les grossistes ont bien réagi. Grainger aux États-Unis a dit que de toute façon, il se tenait prêt à la menace d'Amazon Supply, que pour lui, Internet n'était pas quelque chose de nouveau. Grainger, donc le leader de la distribution de fournitures industrielles aux États-Unis, dit, moi, depuis 1995, je fais du drive. C'est-à-dire des gens passent leur commande et je leur prépare et ils viennent la chercher auprès de mon point de vente. Donc je ne suis pas complètement déconnectée de ce qui se trame chez Amazon Supply, le fait de pouvoir rendre un service particulier aux clients. Donc qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant les grossistes traditionnels? La relation personnalisée. Alors j'insiste un petit peu sur cette dimension. J'ai mis personnel et personnalisé. Souvent on s'abrite un petit peu derrière l'idée que le relationnel, on l'a entendu encore ce matin, le relationnel, c'est important. Mais on ne gratte pas suffisamment ce qu'est le relationnel. Parce que derrière ce qui nous a été raconté ce matin, ce n'est pas seulement le relationnel, on est copains, il y a une bonne ambiance. C'est le relationnel qui rend service aux clients professionnels. Parce que tu es ouvert à telle heure, parce que je te connais, ça m'évite de te raconter à chaque fois mon histoire et donc j'ai un service qui est beaucoup plus adapté. Ça, c'est le vrai relationnel. Et ça, c'est quelque chose qu'Amazon ne peut pas faire parce qu'Amazon ne pourra pas adapter son comportement aux différents types de clients. Il y a un rapport aux États-Unis qui a montré que les acheteurs américains, professionnels toujours, étaient en train de passer d'une logique de ce qu'on appelle loyalty. Le fait que, en gros, on reste toujours avec le même grossiste parce que c'est plus simple. À quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, ils deviennent sensibles à ce qu'on appelle la convenience. Si ta façon de vendre est plus pratique pour moi, eh bien, je passerai sur un autre système de vente. 71% des 207 acheteurs que j'évoquais tout à l'heure disent que si l'achat sur un site est aussi facile que l'achat en agence, eh bien, ils resteront sur le site ou ils passeront au site, même s'ils sont des habitués d'un achat en agence. Ce que va mettre en avant surtout un grossiste traditionnel, on en parlait tout à l'heure, c'est la base de la création de valeur, c'est une expertise produit. L'achat sur Amazon Supply aujourd'hui, c'est encore un achat qui fait l'hypothèse que vous savez acheter. Alors on a des modules qui peuvent vous aider à faire un achat, on peut avoir des systèmes d'information. Il n'empêche que tout ce travail qui nous a été décrit ce matin, qui est le travail de l'adaptation précise, qui est le travail de l'accompagnement, qui est le travail de la rectification d'une commande, qui est le travail d'un conseil sur un complément de commande, on ne pourra pas le modéliser au jour d'aujourd'hui. Je prends beaucoup de précautions, on ne pourra pas au jour d'aujourd'hui le modéliser sur Amazon. Et puis ce que disent les grossistes, en particulier les spécialistes, c'est que, très bien, on peut avoir 2 millions de références, et vraisemblablement plus dans quelques mois. Dans certains cas, et pour certains secteurs, on n'atteint pas la largeur et la profondeur de gamme sur certaines catégories de produits. Donc voilà un petit peu quelles sont les armes aujourd'hui qui sont entre les mains des grossistes traditionnels. Vraisemblablement, ce qui va se passer, c'est que tout ça va se mélanger et qu'on n'aura pas des grossistes traditionnels qui vont devenir des pure players, mais qui vont intégrer cette dimension. Ils vont l'intégrer déjà parce que leurs clients professionnels sont en train de changer. Parce que les clients professionnels, autre étude, le rapport Wiman a montré que quand on prend des acheteurs de moins de 35 ans, ils sont 90% à acheter online, pas régulièrement. Mais si on passe aux acheteurs de plus de 45 ans, ils sont plus que 45%. Donc il y a un vrai phénomène générationnel qui fait qu'on va être en face de clients professionnels qui ont de nouvelles habitudes. Surtout, ce qu'il va falloir considérer, c'est que le digital va changer l'expérience des clients.
Aujourd'hui, je passe ma commande sur mon mobile ou sur Internet, et puis je vais aller récupérer cette commande en agence. Les consultants sont prompts à nous dire, comme j'indiquais tout à l'heure, qu'on est passé de ce qu'on appelle la logique multicanal. Je peux atteindre mon client à travers plusieurs canaux. Je lui vends sur Internet, il y a la vente par le commercial, à ce qu'on appellerait du cross-canal, c'est-à-dire l'utilisation combinée de plusieurs canaux. Ma commande par téléphone ou ma commande par Internet, je vais à l'agence pour récupérer mes produits, voire dans certains cas une situation qu'on appellerait très joliment l'omnicanal. Je vais en agence, parce que j'aime bien, on nous l'a expliqué ce matin, voir les produits, les toucher. En agence, j'ai une borne interactive où j'ai mon appli sur mon mobile et je vais vérifier si le produit est en stock. Et si le produit n'est pas en stock, peut-être que mon choix va s'orienter vers autre chose. Puis je vais parler avec le commercial. Là, je mélange tous les canaux parce que j'ai besoin d'un conseil particulier. Et avant de partir, je vais demander que la livraison soit faite sur mon chantier. Ça, il va falloir le gérer. Ça, quand on dit ça, on est véritablement dans la perspective cross-canal. Donc, vous voyez que la dimension digitale, elle est vraiment multifacette. Entre est-ce que demain, Amazon Supply va venir sur nos territoires, prendre en charge ce que l'on faisait très bien jusqu'à présent, jusqu'à qu'est-ce que je peux utiliser dans ces expériences qui va renforcer ma proposition de valeur, on a un panel d'actions qui est assez large. Dernière dimension, et puis je prendrai quelques secondes pour la conclusion, la transformation digitale, c'est bien celle des grossistes. Je disais, c'est celle des pure players, c'est celle des clients professionnels. Ça va être la transformation qu'on voudra faire. 2 dimensions là-dedans. Est-ce qu'on est tous prêts en tant que grossistes à penser une stratégie digitale, sachant qu'on a peu d'informations, sachant que certaines entreprises aujourd'hui prennent des options en disant on va faire quelque chose, on ne sait pas trop encore ce que ça va ramener, mais ce sera au moins un beau test. Il faut les moyens pour ce genre de choses. Il faut des moyens qui soient des moyens de conception de cette stratégie digitale, et puis il faut des moyens qui soient des moyens en ressources humaines et qui soient des moyens financiers. Au final, tout ce qu'on vient de mettre en évidence, ça aura un impact considérable sur ce que je vais appeler l'organisation grossiste. C'est-à-dire qu'on peut faire l'hypothèse que les structures d'organisation, alors on voyait ce matin lors de notre visite chez ce grossiste en matériel électrique, ouvrir un libre-service, c'est penser le rapport au client d'une façon particulière. Ma structure d'organisation, elle va se modifier. Moins de magasiniers demain, parce qu'on aura plus d'échanges informatisés. Donc elle va se transformer comment? J'ai mis quelques points simplement, et je ne serai pas très longue là-dessus, parce que ça peut faire l'objet d'un autre type d'étude. D'abord, me semble-t-il, avec l'apparition d'un vrai questionnement sur cette fameuse position dans le réseau. Je parlais de Rexel, de son souci de l'usage du consommateur final. Aujourd'hui, quand on entend Rexel, on n'entend jamais grossiste, on n'entend même plus distributeur. On entend acteur qui, dans la filière, veut jouer un rôle, alors le mot est peut-être pas très joli, d'articulateur. C'est-à-dire il y a tellement de parties prenantes aujourd'hui de l'efficacité énergétique qu'il faut que quelqu'un prenne le lead là-dessus et puisse donner un petit peu d'harmonie à ce genre de choses. Donc pouvoir penser, ça va changer les choses, penser cette position dans le réseau. Ça peut changer les modes de relation avec d'autres acteurs. On évoquait ce matin, toujours dans la visite, le fait que le métier d'un grossiste, c'est un métier à 3. C'est un métier de relation avec le client, c'est un métier de relation avec le fournisseur. Plus je vais aller vers des propositions de valeur sophistiquées auprès de mon client, plus j'aurai peut-être besoin de relations collaboratives avec mon fournisseur. Donc ça va changer la façon dont on gère les fournisseurs, et ça veut dire que les métiers d'acheteurs peuvent être impactés par les positions qu'on va prendre dans le réseau. Il y a une modification qui me semble très intéressante, que lors des entretiens qu'on a pu mener pendant toute la durée du travail qu'on a fait dans le cadre de la chaire, on nous a signalé. On se dit toujours des experts du produit. De plus en plus, on va perdre l'expertise du produit pour devenir des experts d'un autre genre. On devient, alors c'est moi qui ai forgé ce mot-là, on devient des aidants. Un aidant, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le produit, qui connaît parfaitement le client et qui fait la connexion entre les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter en termes de transformation. Une petite modification, si je dis ma proposition de valeur s'articule autour de l'usage combiné de mon client professionnel et du client de mon client. Il me faut l'information sur le client de mon client. Je connais très bien les installateurs électriques, je connais très bien mes plombiers, je connais très bien mes artisans. Avec qui est-ce qu'ils travaillent au quotidien? Quelles sont les demandes aujourd'hui du consommateur final? Et ça va me poser d'avoir d'autres sources d'informations que celles que j'ai habituellement. Tout ça, forcément, ça aura un impact sur l'organisation. Un truc tout simple, si demain, le digital prend une place particulière, si le cross-canal devient quelque chose de fondamental, c'est quoi une agence d'un grossiste? Elle ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on va évaluer le travail d'un commercial si l'essentiel des affaires est amené par Internet? Quel impact ça va avoir, alors j'ai mis ici, sur les expertises de demain? Imaginez un commercial sédentaire.
qui doit aider quelqu'un avec cette nouvelle façon de gérer sa commande, où on passe par une borne interactive, où on va contrôler un certain nombre de stocks, où un certain nombre de calculs peuvent être faits en agence. Ça va questionner sur les compétences qu'on va demander à ces personnes. Il y aura évidemment un impact sur les outils. Alors, je ne suis pas sûre, encore une fois, que tous ces éléments soient véritablement des transformations, vous savez, au sens où les marketeurs disent il y a des trends qui se dessinent, c'est-à-dire tout le monde y va et ça ira forcément dans ce sens-là. Je me dis simplement que si on veut observer le commerce de gros dans les 5 années qui viennent, ce sera peut-être des dimensions intéressantes à regarder, toutes. Hein, sans laisser de côté l'une par rapport à l'autre, prendre que le digital parce que c'est plus sexy, et puis laisser de côté des thématiques comme la consolidation. Ça peut constituer, me semble-t-il, une bonne grille pour lire, parce qu'on avait appelé les nouveaux territoires du commerce de gros de demain. Pierre-Valéry, j'ai dû dépasser de quelques minutes, je te vois à Merci, peine. à peine quelques minutes. Merci en Merci tout cas, à vous. Catherine.